Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Nous sommes le 25 janvier 2024, la 7 est fermée, vous me direz si dans votre temporalité elle est rouverte ou non, et j'ai avec moi aujourd'hui en distanciel Clément et Franck. Comment est-ce que vous allez tous les deux en cette journée ? J'allais dire de printemps, mais dehors il fait 20 degrés, mais en fait c'est pas du tout le printemps, c'est censé être l'hiver, mais ça n'est pas le sujet. Donc toi ça va Franck du coup, et toi Clément ? Moi ça va aussi. Ah bah c'est fantastique. Le début de l'année, c'est aussi les moments où il y a les cérémonies qui vont arriver, tout ce qui est César, Oscar, etc. Et justement, toi Franck, tu voulais nous poser une petite question de cinéma, il me semble. C'est plus presque un débat ouvert, une question à vous deux, parce que, on va pas se mentir, au niveau de la qualité des scénarios, depuis maintenant bien 10-20 ans, on sent quand même qu'on est sur une pente descendante, pas sur une pente monte. Je sais pas comment vous le visualisez, mais j'avoue avoir de plus en plus de mal avec certains reboots, remakes, préquels, séquelles, grosses séquelles même, sur certains films. On parlera pas d'Indiana Jones. Star Wars, c'est un salaud. Voilà, tu sais, bon, à un moment donné, se dit, ils vont peut-être finir par se reprendre. Donc déjà, potentiellement, première question, un peu, comment vous voyez cette perte en termes de scénario? Pas forcément en termes de visuel, puisque pour le coup, on commence à atteindre même presque le maximum de ce que l'œil humain peut voir en termes de différence, en qualité d'image, en qualité de CGI. Ce qui les empêche pas de faire de la merde quand même. Hein. Ça empêche pas, mais disons qu'en tout cas, quand ils s'y mettent un minimum d'intérêt, ils sont capables de faire un truc très très beau, et faire un truc très très beau avec du vide derrière, souvent, ça fait un très beau caca, ça fait un très bel étron. Ça n'empêche que j'ai pas envie de le manger. Ça fait un éclair goût caca en fait, parce qu'il est joli, mais il est pas bon à l'intérieur. Mais du coup, déjà, j'aimerais bien savoir vous comment vous vous situez à ce niveau-là, même si je pense un peu savoir. Moi je suis d'accord avec ça, c'est des questions qu'on a pas mal abordées, beaucoup surtout dans les coups critiques, donc allez voir tous les coups critiques, chères auditrices et chers auditeurs. Mais surtout, j'en parlerai peut-être après, c'est beaucoup inhérent au cinéma occidental en fait, je pense, ce qui se passe en ce moment, spécialement au cinéma américain où ils sont en grosse perte de vitesse parce que, tu l'as dit toi-même, en fait, les scénarios leur fantasme, ce serait de les faire écrire par des IA, et du coup ils font en sorte que les scénaristes deviennent des IA et écrivent tous plus ou moins la même chose, et c'est vrai que c'est de moins en moins bon, et malheureusement j'ai l'impression que c'est une volonté aussi de faire un truc qui soit tellement marketé qu'au final le scénario on devient très très secondaire quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment ça va se péter la gueule forcément, parce que tu peux pas tenir à ce rythme là. On voit que les gens ont une lassitude d'ailleurs pour le cinéma de manière générale, ils se tournent plus vers les séries, et les séries commencent aussi à être impactées par ça, mais comme t'as plus de choix de séries, fatalement tu trouveras toujours quelque chose qui sera un peu à ta convenance, je pense. Ouais, pareil, hein, je suis aussi un peu dans le même cas. Alors moi je pense pas peut-être depuis 20 ans, mais au moins une bonne grosse dizaine d'années, 10-15 ans. Oui c'est ça, ouais. Ouais, et puis de toute façon on le voit en plus avec depuis 2-3 ans la grève des scénaristes, elle est pas là pour rien quoi. C'est que de base, oui, c'est qu'il y a un problème. Ils sont pas considérés, donc je pense que même eux de base en fait ils avaient à la fois pas de budget et pas le temps pour bosser sur des scénarios. Je pense que c'est pas la faute du scénariste en lui-même, hein. Je pense que c'est surtout les producteurs. C'est les producteurs, ouais, complètement. Qui foutent la merde. Et même s'il y a sûrement des scénaristes qui sont juste là pour le chèque, hein. c'est sûr. Mais moi ce qui me fait... On pense à toi, Taika Waititi et le dernier Thor. Oui, il a avoué qu'il était venu pour le fric. Voilà. Faut manger. Et puis il y a aussi, je pense aussi le fait que alors là je parle pas pour nous trois, hein, je pense que nous trois on n'est pas dans ce cas-là, mais on laisse pas assez la chance au cinéma original, tu vois, les petites productions, ouais. Qui sont pas des adaptations, ou alors des nouvelles adaptations, enfin des trucs qu'on n'avait pas encore adaptés. Ça bide en fait, hein, au box-office, hein, ça fait pas des grands trucs, hein. Le grand public, il en a assez des sujets qu'ils en ont rien à foutre, hein. Oui, ils veulent voir le dernier Marvel et c'est tout quoi. Voilà, et encore, Marvel bide, hein. Oui, Marvel bide de plus en plus, ouais. 5 ans, hein, c'est bide sur bide sur bide, ils sont au courant d'ailleurs, hein. Là au moins un petit truc, c'est que alors il y a effectivement peut-être des films qui sont moins grand public et qui donc, en tout cas au démarrage, plus de mal à s'adapter, mais on a quand même, j'ai l'impression, quelques films qui sortent un peu du lot, et même si le nombre total d'entrées est pas forcément gigantesque, en comparaison de l'investissement
derrière. Oui. Je pense Mars Express, Marc, toi qui Ouais. l'as vu peut-être, qui montre qu'on peut faire du français qualitatif. Ah oui, il y a de la grande qualité en France, au niveau scénar. Il y a même Vermine que t'as vu toi Clément aussi, t'as dit que t'avais bien aimé. Vermine, du coup, qui a fait 200 000 entrées. Alors 200 000 entrées, ça paraît pas énorme, mais pour un film d'horreur, un film de genre français, de surcroît. c'est énorme en vrai, c'est beaucoup. Donc la question aussi, voilà, c'est celle du rapport au coût de production, parce que si on met, l'exemple le plus aberrant évidemment, je pense, c'est la série Les Anneaux de Pouvoir par Amazon, qui se base plus ou moins sur le monde de Tolkien, plutôt moins que plus, qui coûte un demi-milliard par saison. C'est sûr que quand ils ont jamais publié pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas encore publié les chiffres de rentabilité, même sans doute qu'ils ne les publieront pas, parce que ils ont allé jusqu'à en streaming, donc en fait c'est différent. Je sais pas comment ils comptent la rentabilité. Le nombre de vues en tout cas. Le nombre de visionnages. De vues et pas les produits dérivés, je pense que ça rentre dedans. Mais voilà, on a une telle débauche d'argent qu'on peut se dire que, au vu des retours globaux, ça doit, en termes de portefeuille, ça doit faire mal. Ça doit faire assez mal. Maintenant, du coup, je me dis, il y a des petites productions, ou des anciennes productions même, parce que en termes de budget, maintenant les petites productions atteignent des choses qui étaient équivalentes à des films parfois tout à fait raisonnables, voire d'envergure dans les années 90. On va avoir quand même des choses qui sortent un peu du lot. Et du coup, tout ça pour en arriver à la vraie question. Imaginez, là Johnny, je te donne 50 millions de dollars. Oh. T'as 50 millions de dollars et tu fais ton film, tu fais ce que tu veux. Tu choisis le thème, tu choisis l'ambiance, tu choisis tout. Ma question à toi Johnny, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces 50 millions de dollars? Waouh. Putain, c'est complètement pété. Bah, en vrai, en plus, 50 millions, on dirait pas, mais c'est vraiment énorme en plus. Parce que là, du coup, par curiosité, j'ai regardé, parce que je les ai revus il y a pas longtemps. Ils ont le même budget, donc c'est pratique. Jurassic Park et Matrix, c'est 60 millions de dollars, tu vois. Ah ouais. Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose comme 90. Ouais, entre 90 et 100 millions, je crois. Mais disons qu'en comparaison des centaines de millions qu'on balance parfois dans des grosses séries, même ne serait-ce que 10 millions de dollars. Quand tu vois le dernier Godzilla, c'est 15 millions, donc oui, tu peux faire des trucs quali avec. Voilà, mettons que je vous donne 10 là d'un seul coup je sors 10 millions de dollars ou 50 millions de dollars de ma poche, bref, de quoi faire un très très bon film. Qu'est-ce que vous faites? Quel serait le film que vous rêveriez de faire? Une adaptation, un truc original, un truc où vous dites, ça je me dis, même si je dois embaucher des scénaristes, des réalisateurs pour faire ma place, parce que je suis pas forcément maître de la création, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Franchement, là comme ça prend de court. L'envie, c'est de faire un truc un peu ambitieux, quoi. Fatalement, tu te dis avec un budget comme ça, essayer de faire un truc qui soit à la hauteur du budget. Après, j'avais une autre réponse très cynique, mais je vous la donne juste vraiment pour déconner. Mais c'est, je m'achèterais à une entreprise qui m'appartient plein d'objets et qu'au final, je récupérerais moi-même tout le pognon pour moi. Mais voilà, c'est ce que font beaucoup de producteurs malheureusement aujourd'hui. C'est se louer du matériel à eux-mêmes, comme ça ils empochent le fric et ils se tirent avec. Mais nous, on est honnêtes et on va pas faire ça. Un film. Ah non. Exactement. C'est un film et pas attention, je précise, pas une série, un film. C'est vraiment, vous avez un film, ou une série de films avec le même budget, mais... Ouais, c'est une thématique, en général, quoi. si le premier marche, vous trouverez quelqu'un pour financer le second. Là, comme ça, Déjà, en termes de thème, est-ce qu'il y a un thème qui vous parlerait plus, vous, Bah, à réaliser, quelque chose que vous aimeriez toucher du doigt, ne serait-ce que dans la création. Au niveau des thèmes, je pense moi des trucs qui m'intéresseraient, ce serait soit partir sur de la SF, soit là comme ça je pensais à du western qui pourrait être vraiment vraiment chouette, je pense. Mais je partirais plutôt sur ces thématiques là, je pense. Avec un budget aussi gros que ça, tu peux te permettre d'avoir des décors, des costumes, d'avoir quelque chose de vraiment vraiment qualitatif, je pense. Le plus simple, parce qu'on n'aurait pas inventé de scénario là tout de suite, ce serait de faire de l'adaptation de quelque chose, je pense. Mais alors après, de quoi? Moi, ce serait pareil. Moi, ce serait pareil, mais pour de la fantasy, tu vois. Mais voir du coup, toi, une adaptation d'un scénario, enfin d'une BD ou d'un roman de fantasy français. Voilà, j'ai rien qui me vient en tête, tu vois, même si je suis sûr qu'en vrai. Un truc genre gagner la guerre de comment il s'appelle, Jodorowsky.
Jaworski, pardon, j'ai dit Jodorowsky. Jodorowsky, c'est un auteur de bande dessinée, putain. Bah justement, tiens, les métabarons de Jodorowsky, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Tu vois, genre une adaptation de Torgal, tu vois, faire un truc. Une adaptation de Torgal, ça serait la classe aussi, parce que ça touche à la fois à la SF et à la fois au mythe. Je les ai pas lus, hein. Viking, c'est très cool. J'ai jamais eu le temps de les lire. Ouais, faire des bonnes adaptations de BD franco-belge, ça pourrait être vraiment très stylé. Parce qu'en vrai, il y a vraiment un terreau d'histoires à raconter au cinéma, je pense, avec le médium cinéma. Carrément. Du coup, les scénars, on les a déjà en BD, hein, mais il faut voir en fait à quoi sert une adaptation aussi. Hein. Ouais, et puis après là, ça rentre dans un autre débat. Scénar, tu vois. Ouais, c'est un autre débat, mais si, en partant du principe que c'est bien, parce qu'en plus, ça permet de toucher un plus grand public. Oui, c'est ça surtout, je pense. En fait, on a un terreau de. Parce qu'en fait, c'est plus simple de se poser 2 heures devant un film que de lire. Bien sûr. BD, quoi. Bien sûr. Mais ouais, enfin, genre Torgal, on a. Enfin, si tu veux faire du noir, je pense que faire des adaptations, une série noire de Black et Mortimer, je sais pas. Ouais, Black et Mortimer, ça serait stylé. Disons qu'en France, on n'a pas à se plaindre normalement en termes de scénar. Ouais. Ils sont déjà écrits en fait. On a de quoi faire, c'est clair. Ouais, j'essaie d'aller chercher vous peut-être le truc qui vous ferait dire ah là putain si je pouvais faire ça, celui-là en film. Alors pour ça aussi je précise le film parce qu'il y a par exemple Torgal pourrait être adapté, en tout cas le premier tome ou les 2-3 premiers tomes pourraient être adaptés en film. Ouais. Mais vu le nombre qu'il y en a. Oui bah oui ça serait une anthologie. Ça serait il faudrait ça marcherait mieux en série télé ouais. C'est ça. La question c'est un peu vous la thématique. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce film peut-être des éléments sur lesquels vous feriez plus attention que d'autres. On peut penser aux effets spéciaux, on peut penser aux décors réels. Ce genre de moi, direct, moi j'irais tourner en décor réel. Hein. Si t'as les moyens, tu fais une photo monstrueuse. Enfin, il y a des films qui sont dingues. Moi, je les y revenant en tête où j'ai l'impression de voir une photo à chaque plan. Même du coup, dans une production plus récente, t'as Prey qui a tourné en décor. Oui, Prey, exactement. Et Prey, c'était un peu le même genre. C'était assez bluffant. D'ailleurs, il est jamais sorti en salle et c'est vraiment très dommage. Moi, je privilégierais le décor réel, costume aussi, je pense, des costumes. Si c'est un truc histo, essayer de faire un truc vraiment le plus juste possible en faisant appel à des consultants. Alors comment tu réconcilierais par exemple le fait de vouloir faire de la SF et de faire du décor réel? Parce que c'est quelque chose qui est quand même en fonction de ce que tu fais en SF. Ah bah c'est assez compliqué. Si tu fais du space opéra, ça l'est beaucoup. Si tu le fais en vrai, c'est assez simple. T'as plein d'endroits architecturalement parlant qui si tu les modifies un peu peuvent paraître comme de la SF, ou si tu changes la colorimétrie. Un exemple qui me vient en tête, c'est Andorre. Andorre, il est beaucoup tourné en décor réel, et pourtant ça t'empêche pas d'avoir l'impression d'être sur une autre planète. Ils ont beaucoup utilisé des trucs qui font très un peu stalinien pour représenter les bâtiments de l'Empire, et il y a presque rien qui est fait en studio. C'est souvent un peu, les contours sont coupés un peu quand même, parce que pour pas avoir le côté monde réel derrière, et je trouve que ça rend très très bien. Et un truc là où justement parfois ils sont un peu concons dans les séries de SF ou même les films de SF, c'est tu prends une forêt, tu changes les arbres en les mettant bleus et t'as l'impression d'être sur notre planète, quoi. En fait, t'as pas besoin, ça demande pas d'avoir besoin de faire vraiment des trucs de ouf, quoi. T'as même pas non plus besoin de partir à l'autre bout du monde, hein. C'est ça, ouais. Je veux dire, le nombre de paysages différents qu'il y a en France, tu peux aller de la montagne à la forêt, à la plaine, au désert presque. Je pense que c'est pas un problème d'allier décor réel et science-fiction, à mon avis. Bah en plus même je crois que le premier Star Wars, il y a pas beaucoup de fond vert. Ah oui, non, très peu. C'est essentiellement, il a tourné en Tunisie pour Tatooine, je crois, et de maquettes. Et c'était un peu ça que je voulais aussi, hein. Il y a beaucoup de maquettes. Ça peut-être que je voulais mettre, c'est par exemple si vous aviez tous les moyens, quelles seraient un peu les techniques qui vous tiendraient peut-être plus à cœur que d'autres, parce même si t'as beaucoup de moyens, tu peux pas forcément être sur tous les fronts, tu peux pas. Moi je partirais peut-être aussi un peu sur l'animatronique, parce il y a moyen de faire des trucs avec la technologie aujourd'hui. Ouais. C'est. Ne serait-ce que parce que les vieux animatroniques, ce qui dérangeait, c'était la plastique qui était un peu dégueulasse, tu vois, c'est vieux, c'est. Oui, puis tu peux leur faire un lifting numérique maintenant, en fait, aussi, en vrai. Puis tu vois, en plus à l'époque, le vieux caoutchouc tout pourri. Aujourd'hui, tu peux faire des répliques comme vrai, quoi. Enfin, de toute façon, tu vois le premier Jurassic Park, il existe beaucoup d'animatroniques ou ils ont refait des dinosaures exprès pour le. Oui. Pour le film, et du coup ça rend bien, quoi. Le film il a. Et même plus récemment, j'ai vu une photo
du tournage, parce que bon, qu'on apprécie ou pas, ils vont faire Dragon en film live, et pour le coup les dragons ont l'air d'être en animatronique, parce qu'il y a un gros dragon dans un hangar, et je trouve ça assez chouette qu'ils soient partis là-dessus plutôt que de les faire en 3D moche. J'ai pas vu la photo dont tu parles. Tout ce que je sais, c'est que c'est le réalisateur des 3 films d'animation qui revient pour le live. Ah bah voilà, c'est très bien aussi. Le même réal aussi d'ailleurs. Écoute, au moins visuellement on sera pas perdu, je pense. Mais oui, je pense que moi je préférais privilégier une belle photo des images en extérieur et des beaux costumes, et voilà, c'est ça un peu qui m'intéresserait, parce que c'est souvent sur ces aspects-là que je vais râler au cinéma, où je veux dire putain, c'est pas beau, c'est la bouillie numérique, c'est des trucs qui peuvent revenir dans ma bouche. Alors du coup, si je devais faire quelque chose, j'essaierais de retirer ça. Et mettre l'accent aussi sur la musique, parce que mine de rien, la musique. Oui, c'est à pas oublier. Moi, je prendrais Hans Zimmer personnellement, tu vois, donc voilà. Bon, alors on va falloir quadrupler le budget. Il y a 4 en mode facile. Non, mais en vrai, Howard Shore, il a fait quoi d'autre à part Seigneur des Anneaux d'ailleurs? Bah attends, on peut aller vérifier. Hein. Mais il me semble que finalement, Sans doute il a fait beaucoup de choses, mais pas forcément connues. Ouais, parce que contrairement à John Williams ou justement un Zimmer qui sont nommés partout, ils font presque partie de la com maintenant. Howard Shore, il a fait, alors attendez, je suis sur sa filmographie. Récemment, vous voulez voir ou Bah depuis le Seigneur des Anneaux quoi, en gros, enfin les grandes productions. Ah, il a fait The Pale Blue Eye de Scott Cooper que j'avais vu. Il a pas fait grand chose, hein, tu vois, Crime du futur en 2022, Le procès du siècle en 2016, Le Hobbit en 2014. Il a fait la musique des Infiltrés par exemple en 2006. Ça peut dire quelque chose. Il a pas mal bossé pour Scorsese, j'ai l'impression un peu. Mais oui, il va pas être dans les trucs très connus. Il a fait Existence en 99, Le Festin nu de Cronenberg, spécial dédicace à mon pote Yvan qui est fan du Festin nu. Il se passe par ici, je l'ai toujours pas vu, je suis désolé. Il est le compositeur régulier de Martin Scorsese depuis 85. D'accord. Pas mal, hein. Non, oui, c'est pas joli rigolo. Hein, J'ai vu des Scorsese en plus, hein, et j'ai jamais fait attention. Mais voilà, ouais, la musique, c'est super important, on a tendance à l'oublier. Ouais. Parce que ça englobe vraiment le film, mais. Bah c'est ça, oui, c'est. Ça change tout, hein, la musique. Honnêtement, moi, ce que je voudrais, si jamais j'avais un vrai film à faire, voir une saga, ce serait vraiment de respecter le truc très qui est fait beaucoup qui a été fait beaucoup dans les blockbusters et qui est beaucoup moins fait, je trouve, depuis l'ère Marvel. C'est d'avoir vraiment des thèmes par personnage. C'est ce que tu retrouves beaucoup dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais ça vient directement des opéras 18e, 19e, d'avoir vraiment des thématiques par personnage pour les reconnaître musicalement. Et moi, quand je regarde un Star Wars et que il y a le thème de Grievous qui est là, tu fais ouais putain, même que t'aimes ou que t'aimes pas le film, t'as un vrai repère et ça te met en joie. Aujourd'hui, vraiment, quand je regarde des films, encore une fois, je suis désolé, hein, pour Marvel et pour DC, les thèmes ils sont pas ouf, et souvent même d'un compositeur à un autre ils vont pas se reprendre, donc du coup t'as pas de cohérence. Voilà, c'est ça le terme. Moi, si je faisais une saga au cinéma, j'aimerais qu'il y ait une cohérence musicale. Voilà. D'accord. Donc je rajouterais, donc du coup j'ai dit quoi? J'ai dit décor en extérieur, beau costume, on a dit animatronics, et je mettrais cohérence musicale. Voilà. Et ça commence à bien marcher maintenant, il faudrait plus qu'à avoir 50 millions d'euros. Et puis accessoirement une histoire particulière, un choix spécifique entre le western et le spatial. Tu peux faire du Mandalorian, mais ou tu peux faire du Firefly un peu aussi, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si vous connaissez Firefly. C'est une très bonne série. Bon, elle a été annulée au bout d'une saison, mais pour les auditeurs, Firefly, c'est sur Disney+, tiens d'ailleurs. C'est fait par Joss Whedon. Voilà. C'est pas fait par un saint, mais à l'époque on savait pas. 2022, mais sinon, si je peux en profiter pour vous conseiller Dark Matter, qui est aussi une série un peu ambiance western de l'espace, qui est très chouette. Pareil, ça a été annulé au bout de 3 saisons, mais ça reste quand même très chouette à regarder. C'est aussi très petit budget, c'est ce genre de truc. Et malgré tout, ils arrivent à faire des trucs chouettes. Donc, avec 50 millions, je pense qu'ils feraient des trucs de dingue. Bah même, ouais, de toute façon, en plus, faut pas se limiter à un truc trop terre à terre, parce que les films sur l'exploration spatiale, je pense à l'Odyssée de 2001, 2001, je sais pas c'est quoi le budget, mais à mon avis, il doit pas être énorme. Et, ça se regarde encore au 21e siècle. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Faut vraiment partir dans de la SF, faut pas avoir peur avec 50 millions. Non, du tout. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, tout à l'heure, quand t'as demandé qu'est-ce qu'on pourrait adapter, je me suis dit, avec 50 millions, tu peux faire une bonne adaptation de Dragon Ball Z. Hein. En pouvoir aller dans l'espace, sur Namek et tout. Oui. Et d'essayer d'avoir des costumes qui soient pas grotesques. Le problème de ça, en fait, c'est qu'il faut vraiment une direction artistique cohérente. Au poil. Faut pas être trop près du... Non, il faut s'en éloigner. Ouais, il faut s'en éloigner. Mais tu vois, par exemple, une réalisation un peu comme dans ce qu'il y a dans Man of Steel de Snyder,
avec des coups vraiment quand chaque coup est porté, tu sens les vibrations du sol, les trucs comme ça. C'est du DBZ et t'as ça sur un film DBZ. Moi, je suis hypé quoi. C'est bon, y a pas de souci. Ouais. Donc il y a plus qu'à. C'est surtout que pourquoi les mangas eux pourraient pas être adaptés alors qu'on a réussi à faire des comics et à faire parler. Exactement. On en avait parlé dans ton débat sur l'adaptation impossible de One Piece que je vous invite à aller voir. Finalement, est possible puisque ça a réussi. Eh oui, comme quoi. Et toi, Franck? Et toi, c'est ce que j'allais dire. Tu ferais quoi, toi? Bon, moi, je pense que après ça, c'est un petit truc plus parce que comme je fais du jeu de rôle et que j'ai créé beaucoup de lore, beaucoup de personnages, beaucoup de choses. Des fois, je me dis certaines parties de jeux de rôle, honnêtement, pourraient être adaptées assez facilement en scénario de film. Putain, alors, vu que Marc et Clément, vous êtes tous les deux participé à une dernière en question sur un jeu que je vous recommande, The Troubleshooters, qui permet de jouer de la BD franco-belge, comme du Spirou, du Tintin, du Black Mortimer, bref, un peu de tout. Bon, voilà, par exemple, la dernière partie qu'on a fait en réel, notamment toute la première partie est absolument délirante. En cinéma, je pense, ça peut rendre, dans un style comique, dans de la BD, ça peut rendre assez bien. Carrément. J'avoue que celui qui me plairait le plus, je pense, ce serait d'adapter un morceau de médiéval fantastique que j'avais écrit, et avec lequel vous allez peut-être jouer, qui pourrait avoir, disons, l'intérêt à la fois de s'emparer de certaines choses, notamment du cliché qu'on a un peu trop mal fait régulièrement et surtout récemment du personnage féminin fort, mais le faire bien, proposer une vision qui soit, en tout cas celle que personnellement j'essaie de défendre, d'un personnage qui ne roule pas sur tout ce qui bouge, mais qui réussit surtout à se relever à chaque fois qu'on le met à terre. Ouais. Donc ça, pareil. Non, voilà, pas ce genre de personnage là, parce que je me dis ça aurait l'intérêt de montrer que non seulement on s'est foutu de notre gueule quand même pendant un petit moment, en expliquant que oui, mais non, mon personnage il est pas mal écrit, c'est vous qui êtes pas dans le bon logiciel idéologique. Non, c'est juste que le personnage il donne pas envie en fait. Et j'avoue que ce genre de choses, avoir des scénarios où l'intrigue, sans être particulièrement alambiquée, ne prend pas le spectateur pour un idiot, et où les personnages ne se comportent pas en fonction de ce dont le scénario a besoin, mais en fonction de ce qu'il est logique qu'ils fassent au vu de leurs caractéristiques, au vu de leur personnalité, au vu de l'univers dans lequel ils sont. Voir ce genre de choses à l'écran, je pense que ça ferait du bien, voir une vraie bataille. C'est un truc que je ferais dans un film de médiéval fantastique, si j'avais le budget, c'est une vraie bataille. Une vraie scène de bataille bien faite, avec des formations, avec des types qui marchent en rang, pas qui se jettent les uns sur les autres comme des espèces de zergs sous cocaïne. Ça, j'avoue que ça me plairait bien. Pouvoir montrer tout ce qui fait la richesse de l'histoire réelle, et tout ce qu'elle peut apporter à la fantasy et à la fiction de manière générale. Ok. Ouais, t'as bien pensé ton truc quand même. C'est pour ça que je pose la question. Bah oui. Avant de la poser. Je suis d'accord, pour les batailles, c'est des trucs souvent... ça va de pair avec le côté un peu dégueulis, souvent numérique, hein. Surtout pour les films même pour les films de rock fantasy, où au final t'as des batailles où c'est tellement le bordel que du coup tu peux pas voir, et ça te permet de faire un office de cache-misère aussi un peu, je pense. C'est vrai que des fois je me dis c'est assez catastrophique. Alors bon, l'exemple type étant le Witcher, surtout la saison 1, on parlera pas des armures, elles sont dégueulasses. Ce genre de choses, moi, c'est ce qui me, à chaque fois, ce qui m'hallucine, c'est que on peut faire mieux en prenant ce qui existe réellement, et ça coûte pas plus cher, et même des fois ça coûte moins cher. Et c'est ça un peu qui m'hallucine. Je me dis, si du coup j'avais le même budget, je pourrais faire une vraie belle scène de bataille avec des types qui soient tous dans des armures de plate quasiment taillées sur mesure, avec des vrais cavaliers présents physiquement sur la scène, avec des motivations aussi. Pourquoi le personnage est-il le méchant? Moi, c'est quelque chose qui m'énerve aussi souvent dans les films, c'est pourquoi le personnage est-il méchant? Et les 3/4 du temps, c'est parce qu'il est méchant. Je trouve que c'est d'un inintérêt absolu. Un personnage qui agit de manière égoïste, ou qui utilise la violence ou autre, la plupart du temps, quand même dans l'histoire, il y a une raison, il y a une motivation, c'est pas gratuit. Que ce soit par intérêt personnel, familial, pour acquérir du pouvoir, ou pour acquérir de la richesse, mais il y a souvent un petit quelque chose en plus.
Il y a une histoire qui mène le personnage là où il est. Voilà, avoir un méchant qui soit pas juste un méchant, mais qui soit un antagoniste, qui soit le pivot autour duquel le protagoniste va se développer en opposition, et à la différence de l'antagoniste, le protagoniste est censé bouger. Ce genre de choses que j'aimerais bien voir à l'écran, au-delà même d'effets spéciaux ou d'un style particulier. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ouais, pareil, ouais. Perso, ce serait du médiéval fantastique, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, je pense, en termes d'histoire. Avec un personnage féminin central, pour montrer que oui, ça peut se faire bien, on peut faire un personnage auquel tout le monde adhère. Du personnage secondaire qui peut être comique, tout en étant très sérieux dans le bloc de l'histoire. Pareil, parce que souvent on voit des personnages secondaires qui sont soit du comic relief, Jar Jar Binks par exemple, soit qui sont tellement sérieux et tellement coincés, presque des fois on se dit bon, certes, mais à un moment donné, t'es pas censé avoir juste 2 lignes de dialogue, t'es censé avoir du fond dans ton personnage. Donc ne pas être monoface d'une certaine manière. Bah, donner 50 millions à cet homme. Tout de suite, La cagnotte s'affiche en dessous. On va commencer le Tipeee. Pour ce qui est des costumes, je me permets de rebondir. Il y a Histoire Appliquée qui a fait une série de vidéos sur ça, sur le fait de, justement, en partant de The Witcher, en disant que, en fait, pour moins cher, tu peux faire mieux, quoi. Auquel j'ai participé au financement. C'est vrai, t'as participé au financement? Ah, c'est ouf. Ouais, on attend la fin. En tout cas, j'attends la fin avec impatience. Ça fait un moment que c'est Je sais pas s'il le fera ou pas. J'aimerais bien. Si, mais... Je pense, parce qu'il est quand même assez sérieux sur ses productions et tout. Et il a expliqué qu'il a eu plusieurs années. Alors, bon, d'abord le Covid qui a pas aidé. Ouais. Au moment où il en était, je crois qu'il en était au quart ou au tiers. Bon, il y a eu le Covid. Avec pour lui la maladie et en plus les ralentissements de production pour les armures. Plus ensuite tout le reste de la chaîne qui s'est développé, plein d'autres projets qu'il a développés entre temps, et je peux comprendre que c'est fatalement assez difficile. Quand t'as mis en pause un truc pendant 6 mois, des fois c'est assez compliqué de s'y remettre dessus à fond, et de faire abstraction de tout le reste, surtout quand tu veux le faire le mieux possible, et que ça te demande beaucoup d'investissement personnel. Ouais, ça je suis complètement d'accord. Bah en tout cas, merci beaucoup pour ton sujet, Franck. Excellent sujet. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous feriez avec 50 millions de dollars pour financer votre film. Et s'il y a bien un film dont on a parlé au cours de ce débat, dont tu as parlé finalement, Clément, au cours de ce débat, c'est un film avec des animatroniques qui font grou et qui veulent bousculer des jeeps, c'est Jurassic Park. J'en profite, vous pouvez aller voir une chronique faite par Mika sur ce sujet. Et il se trouve que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas parler des dinosaures de Jurassic Park, on va parler des vrais dinosaures. De vrai. Les vrais de vrais. Alors bon, je pense qu'à un moment donné, on parlera peut-être un peu de Jurassic Park. Toujours, de toute façon. Toujours, ça revient, toujours. C'est comme tout chemin mène à Jurassic Park. Bah, je te laisse la parole, vas-y. Reprends Godwin. Bon, là, c'est pas une chronique, voilà, c'est un quiz. Ouais. Eh oui. Vous allez participer, c'est un quiz. Donc, il n'y a pas de points à gagner ou pas comme le dernier que j'avais fait où, voilà, il n'y a pas de lot, il n'y a pas de gagnant ou pas. C'est un vrai ou faux, en fait, Il y a 10 vrais ou faux. Donc, ouais. Un vrai ou faux, du coup, ça va se baser sur des clichés, aussi, Ok, d'accord. Aussi, c'est de casser quelques clichés sur les dinos. Ok. Ton dernier quiz dont je fais la publicité, qui était sur la mégafaune du paléolithique supérieur nord-américain. Voilà, très très précis, seulement voilà. un sujet dont tout le monde se fout. Mais il y a des tigres à dents de sabre et des loups géants. Allez écouter. Eh oui, allez-y. Premier, s'il faut bien commencer. Le Tyrannosaurus Rex, donc le T-Rex. Ouais. Chassait le stégosaure à l'époque des dinosaures. Donc le stégosaure, si jamais vous ne le voyez pas. C'est celui avec des crêtes, ça. Et celui, voilà, avec les grandes crêtes. Je vous le mets. Pour moi, c'est faux. Alors pour toi, c'est faux. Je crois que c'est faux aussi. Et je crois que le stégosaure, il est du Jurassique, non, il me semble. Ouais, de mémoire, ils sont pas de la même période. C'est ce que j'irais sur ça aussi, ouais. Ouais, et après, c'est pas une affirmation. Ouais. Voilà, en effet, c'est faux du coup, parce que les deux sont pas du tout de la même période. Et en fait, ça, c'est dans les vieilles représentations, on les a souvent associés ensemble, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il me semble même que Steven Spielberg l'a représenté dans le film Petit Dinosaure. Il y a cette scène-là qui est représentée. Je pense que de la même manière qu'il y a beaucoup de clichés partout, pour toutes les périodes, en fait. Ouais. Globalement, la population a une assez mauvaise connaissance historique, ne serait-ce que de l'imaginaire du passé.
on a toujours des gros clichés qui continuent d'être perpétrés Là, c'est encore des en clichés, partie c'est par le des, cinéma. ouais. Mais Je pense Ouais, que le en fait partie par qu'il y le ait deux cinéma et dinosaures, c'est deux dinosaures, point. point barre. Les gens, la différence entre le Jurassique, le Pléistocène moyen, Oui, ça leur et, dépasse. l'Anthropocène. Et ça, justement, en plus, ça me permet en plus de faire une petite anecdote Ouais. qui permet de retourner un peu le cerveau. Il y a plus de temps qui sépare la disparition du stégosaure Oula. et l'apparition du T-Rex que de temps qui sépare le T-Rex de nous. Ouah là 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 là, ça c'est dingue. En fait, Ça, c'est c'est moins dingue. anachronique de nous mettre en face d'un T-Rex. Que de mettre un stégosaure face à un T-Rex, c'est ouf. Ouais, parce que en gros, le stégosaure, il a disparu il y a 150 millions d'années. 90 millions d'années plus tard, on a le T-Rex, donc c'est il y a 65. Ouais. Et donc nous, on est à 65 millions d'années du T-Rex, donc il y a 30 millions d'années de battement, Putain. d'écart. Et j'en profite parce que j'ai l'impression qu'on est plus tout seul sur le Discord. Je crois que Raphaël est arrivé, je sais pas si tu es juste là pour écouter. Ah, il a dit coucou. Je suis là. Coucou, bienvenue Raph, ouais. Attends, on va applaudir sa venue. Bravo. J'ai attendu d'avoir une connexion stable pour parler. Comment vas-tu Raph du coup? Tu viens participer au super quiz de Clément? Bah, j'essaie, même si je j'ai pas vraiment de connaissances au-delà de Oh. Jurassic et Jurassic Park, et je crois que ça ne va pas m'aider beaucoup. on sait jamais, en tout cas bienvenue, bienvenue parmi nous. Vas-y Clément, En plus, d'ailleurs, parce que Jurassic Park s'appelle Jurassic, mais il y a que des dinosaures du Crétacé. Oui, c'est ça devrait être D'ailleurs, la série animée s'appelle Jurassic Park Retour au Crétacé, je crois, un truc comme ça. exemple. Ouais, d'accord. Du coup, le deuxième, les ptérodactyles, ou les ptérosaures, comme vous voulez aussi, hein, on peut les mettre ensemble, sont des dinosaures volants. C'est faux. La marque du faux. Alors le cliché Non, que il je serait- l'ai, c'est le gros truc avec des ailes. Pour moi, ça n'a rien à voir avec les dinosaures, je crois. C'est Il complètement va- autre chose. C'est pas des oiseaux. C'est des reptiles volants, je crois. Donc les Ouais, ptérodactyles, hein, sont en effet, bah, c'est ceux qui ont les grandes ailes. C'est ceux dans Jurassic Park 3, Voilà, c'est ça. dans la serre, Dans la volière. dans la volière, ouais. La volière. Et bah voilà, vous avez raison, c'est un cliché. Enfin, c'est pas des dinosaures en fait, hein, c'est des reptiles. C'est des reptiles volants, c'est ça. Yes, putain, j'ai des connaissances en dinosaures. C'est pas du tout des oiseaux non plus. Hein. C'est en fait c'est une espèce qui a disparu, voilà, qui n'a donné aucune descendance après la crise du Crétacé tertiaire. Le mode de reproduction des dinosaures, c'est la ponte des œufs. Vrai? Pour moi, ils sont ovipares, ils sont pas mammifères. Hein. Ah, attends, est-ce qu'il y a des Il y a sûrement une couille quelque part, mais... est-ce qu'il y a des reptiles? Il Est-ce qu'il y des en a aussi reptiles des qui vrais. ne sont Hein, pas je veux dire, ovipares Et prenons dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des reptiles qui ne sont pas ovipares? Je crois pas. Hein. Les reptiles mammaliens, ça existe? Attends, je vais chercher. là on sort du cadre des dinosaures. Hein. Ah oui, c'est le Alors Therapsida. moi, j'aurais tendance à émettre une théorie. Ouais. C'est que dans Jurassic Park, on nous montre qu'ils ont des œufs, mais que si on admet qu'ils en ont, il faudrait qu'on en ait retrouvé, et que la question vient peut-être du fait qu'on n'en ait pas retrouvé, donc on n'en est pas sûr. Ou alors on part du principe que suivant les espèces qui sont les plus proches, comme elles sont ovipares, elles devaient l'être aussi. Moi, je pense qu'ils se foutent de nous et je suis sûr qu'on a retrouvé des œufs et ils sont ovipares. Je mets mes billes là-dessus. Ouais, allez, je vais dire aussi vrai pour une fois, tiens, on va tester. Bah c'est vrai, ils sont ovipares. Les Yes. dinosaures sont ovipares. Pour l'instant, il y a rien qui contredit ça. On a retrouvé des œufs hein, avec des embryons et tout dedans. Hein. C'est Ah, cool. ça, on en a. Donc En le France, scénar d'ailleurs, de Jurassic est vrai sur la base. Au Non, moins c'est sur non, ça. en fait, ça n'a rien à voir. On a juste pas d'ADN dans les œufs. Déjà trouver un œuf complet, c'est incroyable. Sachant ah oui, en plus bah du coup pour les œufs de dinosaures, faut savoir que on ne peut pas savoir à quelle espèce de dinosaure il appartenait. Juste un œuf, ça c'est ça. Hein. Ouais. Donc en fait, faut savoir que en paléontologie, il y a une taxonomie, ouais c'est ça. Complètement à part pour les œufs qui n'ont rien à voir avec les dinosaures. Hein. Donc ils ont leur propre nom latin, ils ont leur propre truc. Ok. Ils sont à part. Les œufs, c'est un grand délire. Quatrième, le vélociraptor fait la taille d'une grosse dinde. Ça fait la taille d'un chien, hein. Je sais que c'est pas grand, mais alors une dinde. Moi, je dirais que ça fait vraiment la taille d'une grosse dinde. Dans ma tête, c'est vraiment petit, Vélociraptor. J'aurais tendance à dire que comme ils chassaient, je crois que... Alors après, encore une fois, c'est des connaissances de Jurassic et des connaissances de petits trucs à côté. Mais j'aurais tendance à dire que comme ils chassaient en groupe et que du coup ils communiquaient, c'était plus du coup pas meute, mais du coup ça réduirait leur taille pour moi. Oui, parce que c'est dans Jurassic Park, Je c'est dirais des qu'ils sont Deinonychus, relativement c'est pas petits. des raptors en fait. Donc pour moi, le raptor, il est assez petit et dans ma tête, il fait la taille d'un chien. Hein, parce qu'il y a plein de raptors différents. Hein. Ouais, mais pour moi, le Vélociraptor, il fait la taille d'un clébard et donc du coup plus ou moins d'une dinde, ça me va. Peut-être, allez.
Allez, bah du coup, c'est vrai. Alors, bon, une grosse dinde, parce qu'une dinde, c'est 5 kilos, un Velociraptor, c'est 15 kilos. Voilà. Ouais. Donc une dinde Voilà. américaine avant Thanksgiving. Voilà, en gros. Mais voilà, en vrai, c'est pas très grand. Je veux dire, un Vélociraptor, bah déjà, il y a plusieurs espèces de Vélociraptor, mais en gros, vous prenez le plus grand. Voilà, en gros, je vous mets une. T'as le schéma des raptors, non, je crois. Hop. Avec le bonhomme qui fait coucou, non il fait pas coucou, mais... Ah oui, c'est vraiment des grosses dindes, elles sont chouchous. Voilà. Coucou. Ouais, Au niveau ça, de la c'est- taille, ça- il vous arrive au genou. J'ai envie de vous dire que c'est quelques secondes avant le désastre. Là, t'as toute la famille qui débarque et qui fait coucou. Donc Bon, voilà, Collier. donc on n'est pas du tout sur l'image de Jurassic Park, hein, qui appelle ça bien des Vélociraptors, les trucs qui font 2 mètres de haut, je crois. Ouais. Mais je crois que c'est parce qu'à l'époque, on faisait pas la différence entre les deux ou une connerie comme ça, et après, Ouais. ils ont jamais modifié pour les films d'après. Bah, après, ils ont utilisé pour Jurassic Park, hein, parce qu'ils auraient pu changer. Bah, ça fera l'objet d'une chronique plus tard, ça. Hein, sur ça, mais dans le scénario des films, ils ont utilisé la raison on a modifié leur ADN. Et c'est acté qu'ils sont pas comme la réalité. Hein. Parce que dans les années 90, on était déjà au courant de à quoi ressemblaient les dinos globalement. Ok. Alors, c'est un choix artistique pour le coup. Bah, la 5e, on est à la moitié. Le mosasaure était un dinosaure aquatique. Alors pour le mosasaure, si jamais vous savez pas à quoi il Oui, ressemble, c'est le gros dans C'est Jurassic pas le gros World. coco Jurassic World 1, celui qui sort de l'eau pour... Pour niaquer les méchants. Est-ce Pour que moi, c'est c'est un ça dinosaure marin, ouais. Je vais partir là-dessus. Est-ce que je vais faire un sans faute dans ce quiz? Aucune idée. Et bah, Moi, c'est- je dirais pareil que Marc. Ah, c'est faux, il allait dire c'est faux. c'est Oh faux. non. Mais non, en fait, Oh vous êtes fait avoir non, comme non, les non. ptérodactyles, en fait. Oh merde, je me suis trompé, pardon. C'était ça que je voulais faire. Pardon. Ce sont des reptiles marins. Ah Mais putain, pas c'est comme des pour les oiseaux. dinosaures marins, voilà. Ok. Ils ont rien à voir avec les dinos, enfin de près en tout cas, parce que ça reste des vertébrés quoi, mais ils font pas partie de la famille des dinosaures. Ok. Le mosasaure, hein, c'est juste un gros reptile. Ensuite, le spinosaure pouvait nager. Oui, c'est vrai, il est piscivore même. Oh, tiens, incroyable. Il Ah. le dit avec tellement d'assurance que c'est forcément vrai. Comment tu C'est dis vraiment vrai. Le spinosaure, alors c'est dans Jurassic Park 3. C'est pas le machin avec sa grosse boule là Non, c'est À la queue. celui qui ressemble à un croco avec un paravent sur le dos. Le méchant dans Jurassic Park 3. Voilà. C'est celui d'ailleurs qui remplace le logo de Jurassic Park. Exactement. Qui remplace Il bute le T-Rex parce qu'il le bute au début du film. Il a pam, allez, ce bras. En tout cas, dans Jurassic Park 3, il nage. Dans mes recherches, il me semblait qu'il était piscivore, oui, donc il bouffe d'accord. du poisson. Et déjà, c'est un dinosaure, hein, donc voilà. Mais est-ce qu'il pouvait nager? Parce que bon, ça reste un dinosaure terrestre, hein. Ça reste un théropode. Pour moi, justement, il a des gros bras, justement, parce que ça lui sert pour nager, il me semble. Mais en plus, t'as une dent de spinosaure. Oui, j'ai une dent de spinosaure chez moi. Tout à fait. On remercie Eric si tu nous écoutes. Voilà. Merci pour avoir filé la dent de spinosaure. Donc donc il pouvait nager. Hein. Piscivore, lui, il a beaucoup changé aussi avec le temps. Pareil, ce sera un des points que j'aborderai dans une future chronique. Hein. Regardez-la quand ça sera sorti. Enfin, écoutez-la plutôt. Bah ouais, voilà, il était piscivore. Donc on a maintenant plusieurs espèces de dinosaures hein, qui étaient piscivores. Le Baryonyx aussi, de mémoire. Ok, ça je Il me connais pas le semble. Baryonyx. Baryonyx, en gros, c'est un spinosaure sans voile. Ok. Il était aussi piscivore, il fait partie de la même famille. Eux, ils mangeaient Ah des oui. poissons, donc il valait peut-être mieux croiser un spinosaure qu'un T-Rex. Mais ça, après, C'est une autre histoire. c'est vous qui choisissez. Et ensuite, le tyrannosaure pouvait nager. Avec ses bras, j'y crois moyen. Ouais, non, là c'est du grand troll que tu nous fais là. Bah, en Ouais, fait, non. En fait, on n'est pas sûr parce que il y a des arguments pour dire que c'était possible, notamment le fait que vu que les théropodes surtout, hein, donc les dinosaures bipèdes, les carnivores en fait, hein, c'est un peu comme les oiseaux aujourd'hui, ils ont les os creux, presque Ah, ok. et avec la force de ses jambes justement en fait, Comme une poule, quoi, en fait. Voilà, ça pouvait être possible. C'est d'ailleurs la scène d'introduction de la série Planète préhistorique de Apple. Ils ont fait deux saisons sur les dinosaures, donc une série documentaire Ok. que je vous recommande. Parce que là, c'est pas un Jurassic Park, hein, c'est un documentaire animalier, mais pour l'époque des dinosaures. Il y a beaucoup de choix qui sont faits. Il me semble que la plupart sont sourcés d'ailleurs, et ils partent du principe que le T-Rex pouvait potentiellement nager, Ok. mais pas non plus des longues distances. Hein. C'est comme les nains, ils sont rapides, mais Ce sont des sprinteurs. ce sont des sprinters. Mais d'ailleurs, le T-Rex, hein, si c'est comme Jurassic Park, encore une fois, un T-Rex n'ira jamais à 50 km/h, hein, ça vous pouvez oublier. Il est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent. Vu le poids qu'il fait, Ouais. en fait, il est tellement gros que si on le fait lancer à 60 km/h, ses os, ils explosent, quoi. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est un principe physique, voilà, ça peut pas courir. Quand c'est trop gros, ça peut pas aller vite.
Ok. 8e affirmation, les dinosaures ont totalement disparu de la planète. Faux. Alors moi je dirais c'est vrai parce que les oiseaux descendent des dinosaures mais ne sont pas des dinosaures à proprement parler. Non, le poulet est un dinosaure et ça sera comme ça jusqu'à la fin des C'est le temps. Chiconosaurus. Eh ben, c'est faux. Les oiseaux sont toujours des Ils dinosaures. sont toujours des dinosaures, c'est pas Ça a pas une changé, famille hein, descendante. ils- Ok. Ouais, ce sont des dinosaures aviens. Voilà. Ah c'est Et, ça l'astuce. Ok. Voilà, en fait, il faut distinguer les dinosaures non aviens et les dinosaures aviens. Le T-Rex est un dinosaure non avien, parce qu'il vole pas. Mais l'Archéoptérix est un dinosaure avien, parce qu'il vole. Et les oiseaux en font partie. Voilà. Donc ils sont toujours là, hein, donc toujours vivants, toujours Ils sont debout. dans les villes, dans les campagnes. Voilà, ils ont pas totalement disparu. Ah, Il en reste on encore a les un petit références qu'on aime. Hein. En parlant de dinosaures, hein, bah merci du coup. En fait non, il reste peut-être une dernière question. J'allais dire merci. il en Mais... reste deux. Hein, Ah il en reste deux. T'avais une voix qui donnait l'impression que c'était la fin. Je sais pas pourquoi. Mais vas-y, pardon. J'allais t'applaudir. 9e, du coup, les dinosaures sont les ancêtres des reptiles. Moi je me suis planté sur celle d'avant donc. Non. Faux, parce je- qu'il y a des reptiles qui vivaient déjà à cette époque. Non, je sais pas. Moi je dirais. Je crois que le crocodile, justement, il date de la. Enfin, il est aussi. Certains C'est pour ça. crocodiles sont aussi vieux que les dinosaures. Donc, j'aurais tendance à dire que si on les a toujours différenciés, enfin, s'ils en différencient toujours. il doit y Ouais, avoir une mais raison. maintenant les crocodiles sont plus dans la catégorie des reptiles. C'est des crocodiliens, ils sont plus proches des oiseaux et des dinosaures justement que des squamates, serpents et autres lézards. J'aurais envie de dire que finalement on vient tous de Lucas, de la même des cellules mères finalement. Donc C'est trop facile. C'est trop facile. Non, je pense que les reptiles sont pas des descendants. moi je dirais que c'est à part, c'est des cousins. Eh ben, ils sont pas descendants, ils étaient même là avant l'arrivée des dinosaures. Hein. Les premiers reptiles, ils seraient apparus au Carbonifère, si je ne me Ok. trompe pas, il y a 350 millions d'années. Donc 100 millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Donc non, ils ont rien à voir, hein. Ils sont pas du tout, ils se séparent bien avant, ils sont cousins éloignés, tu vois, c'est C'est d'ailleurs eux qui ont inventé la notion de temps. Parce que quand on avait deux à l'époque qui se croisaient, il y en a un, il disait à l'autre Oh, quel reptile. Oh. Je peux te dire, on avait pas encore eu la blague de ça. Voilà. Je vous promets qu'on partira pas. Donc voilà, ils se séparent bien avant au niveau des classifications. Ils ont globalement rien à voir. Hein. Ils sont pas du tout proches l'un de l'autre. Donc les reptiles étaient là avant et ils étaient là après. Donc Et ils seront là ils après sont encore nous. là. La météorite du cratère de Chicxulub au Mexique a causé la disparition des dinosaures. Indirectement, Indirectement, ouais, parce mais- qu'elle a tapé la surface de la planète qui est plate et ça a fait Ça a fait catapulte. sauter les Et dinosaures. donc, du coup, Et exactement. les dinosaures ils sont partis de. Non, Attends, pas la météorite en elle-même, c'est qu'après il y a dû avoir le soleil qui a dû être caché pendant un certain temps, etc. ça fait des changements climatiques donc C'est c'est. c'est un fait indirect, mais c'est pas la météorite elle-même. Ouais, qui les a encore tous aujourd'hui, dingués. encore aujourd'hui, les paléontologues, les autres ils sont pas sûrs, mais bon, la météorite en elle-même, c'est faux, hein, elle a pas pu causer la disparition. En fait, il y a plusieurs théories. Et il y a une théorie que j'aime beaucoup qui rassemble plusieurs événements en un petit laps de temps. À la fois, du coup, en fait, plusieurs météorites. En fait, ça serait plusieurs espacés de quelques millions d'années seulement. Parce qu'en fait, on a plusieurs cratères qui sont datés aux alentours des 60 millions, 60-70 millions un peu partout dans le monde. Donc, ce serait pas la seule. Ça aurait pu aussi, en effet, réveiller pas mal de volcans, notamment les trappes du Décan, qui ont explosé à l'époque, avec, ascension en termes de dérèglement climatique. Et aussi un dérèglement de la chaîne alimentaire au niveau de la base de la photosynthèse. Donc en fait, c'est une lente descente aux enfers sur plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années. Ouais, on estime entre... Alors, ils sont pas d'accord. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'en fait, on peut pas savoir le temps que ça a pris. Est-ce que c'est une disparition courte ou longue? Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données au niveau du nombre de dinosaures à telle période à chaque fois. Que ça, c'est impossible à savoir. Mais on serait sur une disparition au moins sur un bon million d'années de descente aux enfers, quoi. Avec un... Yes. En gros, ça leur a pris 1 million d'années à disparaître, totalement. La chaîne alimentaire qui, au fur et à mesure, disparaît. Et puis voilà, quoi. Aussi, changement climatique. Et de base, il me semble même que c'est juste la goutte d'eau qui a fait...
la météorite qui a fait déborder le vase. Parce qu'en fait, de base, les dinosaures, ils étaient sur le déclin, quoi. De base, ils étaient trop nombreux, ils commençaient déjà à disparaître avant ça. Ouais. Ils étaient trop nombreux, ils consommaient trop de ressources. Exactement. Pollué. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Dites donc. Et voilà, du coup, bah voilà, on a fait les 10. J'avais eu juste à pas mal. En vrai. Ouais, on s'est bien débrouillé, mais merci à toi surtout, bravo. Bravo. Et ça tombe bien que tu aies parlé de dinosaures, parce que du coup, on va aller d'oiseaux, parce que justement, on va pouvoir parler d'oiseaux à partir de maintenant. Parce que moi, j'ai toujours ma petite liste de manchots à vous faire. Et j'ai longuement réfléchi, et vu que finalement, Clément, t'as un peu de temps devant toi, on va pouvoir parler d'un gorfou, encore une fois, et cette fois-ci du gorfou des Fjordland. Alors, je redis pour ceux qui connaissent pas, mais les gorfous, ça fait partie de ces espèces de manchots qui ont des petites aigrettes sur la tête. En l'occurrence, le gorfou des Fjordland, il appartient au genre Oedipt, donc du coup ceux qui ont les aigrettes sur la tête. Parmi ces espèces, il est considéré comme le plus timide et le plus rare. Les sites sont très difficiles d'accès, et donc il n'y a que peu d'informations sur cette espèce, en particulier le nombre total de manchots, leur population, quoi. On le retrouve du coup en... Tenez d'ailleurs, à votre avis, c'est un manchot un peu particulier, on va le retrouver sur quel endroit? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais, exactement, c'est parce que j'ai fait le comme ça. C'est possible. Fjordland, je pensais au fjord de Scandinavie, je me disais qu'il y avait peut-être des manchots là-haut en Laponie. Je sais même plus pourquoi il s'appelle comme ça, on verra si j'ai la réponse ou pas, parce que j'ai écrit ça il y a tellement longtemps. Mais oui, on le retrouve en Nouvelle-Zélande et sur les îles Stewart et Solander. Donc, Oedipt pachyrhicus, qui veut dire bec épais en latin, ou alors, dans son nom natif, Tawaki, en maori, a un plumage identique à celui du gorfou des îles Snar, dont on parlera probablement la semaine prochaine, à l'exception de la tache sans plume près du bec et des joues blanches. Les plumes sont plus petites et plus larges que celles du gorfou des îles Snar. Sur les joues, il y a de 3 à 6 bandes blanchâtres. J'en profite aussi pour vous dire qu'il a des ailes du coup de 18 cm, un bec de 5 cm, un poids entre 2,5 et 4,8 kg et une taille entre 40 et 55 kg. Il a des yeux marrons et rouges. Une unique étude semble indiquer que le gorfou du Fjordland se nourrit de 85% de calmars, le reste étant des crustacés ou des poissons. Donc il adore bouffer du calmar apparemment. Ce gorfou semble être le moins social que les autres gorfous et que les manchots de manière générale. Un des faits les plus marquants est que ce manchot passe en fait les mois d'hiver seul en mer, donc à savoir 75% de l'année en solitaire quand même. Vers juillet, il revient vers les côtes pour se reproduire. Et il se trouve d'ailleurs que, d'après certaines études, il semblerait que c'est plutôt un animal nocturne. Migrateurs et dispersés, ces oiseaux sont absents des colonies de mars à juin. Jusqu'à présent, on ignorait où ces manchots migraient chaque année en quête de nourriture. Les zoologues supposaient qu'ils restaient pas très loin des côtes, et pour le vérifier, ils ont attaché des balises Argos sur 20 gorfous des Fjordland, qu'ils ont suivis quotidiennement dans leur migration. La destination des manchots s'est avérée à être à mi-chemin de l'Antarctique, dans des zones où les eaux chaudes du nord se heurtent aux eaux froides du sud. Les chercheurs ont eu pas mal de mal à financer leur projet, c'est donc le grand public et des ONG qui ont contribué à financer ce dernier, parce que étudier le manchot n'est pas une priorité pour les gens qui gèrent les financements de ces recherches, et c'est bien triste. Donc, les manchots sont allés faire un petit tour en Antarctique et sont retournés par la suite en Nouvelle-Zélande. Aller-retour, une femelle a parcouru 6801 km en 67 jours. C'est énorme. Un mâle, lui, a été mesuré à 5597 km en 77 jours. Les données complètes ne concernent que 5 animaux, les balises étant visiblement détachées au cours de leur voyage, c'est les 15 autres. Mais ces nouvelles informations confirment que le manchot, de manière générale, et surtout celui-là, est un des nageurs vertébrés les plus extraordinaires de la planète. Je trouve honnêtement, je sais pas vous, mais c'est plus de... Ça fait quoi? Ça fait du 80-85 non, par jour? Oula, ça je saurais pas faire le calcul, t'es beaucoup plus fort que moi, mais je trouve ça énorme. Ouais, ça doit être un truc comme ça, je pense. Si tu fais 6800 divisé par 67, c'est ça? Même plus. Ça fait un peu moins de 100 km par jour. C'est énorme, et en chemin tu peux te faire bouffer par tellement de trucs en plus. Ceux qui ont perdu leur balise, entre guillemets, à mon avis, ils sont dans le ventre d'un truc. Dans tout ça, il y a quand même un petit mystère, c'est où est-ce que va ce manchot, pourquoi est-ce qu'il va si loin, alors que les côtes néo-zélandaises grouillent au moment du périple de poissons et d'autres nourritures. Qu'est-ce qui pousse une espèce à parcourir plus de 6000 km pour aller au sud?
Les scientifiques supposent que ça pourrait être un instinct hérité d'espèces ancestrales Wow. de manchots qui vivaient plus au sud avant de peupler les terres de Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, d'autres études vont être menées, si possible avec des financements internationaux. C'est ce que plaide Thomas Matern. Il dit, je cite, « Les manchots n'appartiennent pas aux Néo-Zélandais ou aux Australiens, c'est toute l'humanité qui en est responsable. » Et on te remercie Thomas pour ces mots parce que c'est vrai, on est réellement responsable de ces animaux qui, pour rappel, sont, pour la plupart d'entre eux, en voie d'extinction. Alors, vous l'avez compris, le gorfou des Fiordlands, c'est une espèce migratrice observée dans des eaux antarctiques et autour des îles circumpolaires du sud, sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, les îles Stewart, les îles Solander. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant ça, on a des données historiques, et les restes de fossiles laissent à penser que l'espèce était en fait beaucoup plus répandue dans le passé. Elle était présente au sud de l'île Nord et probablement commune sur certaines zones de l'île du Sud. Sa répartition en mer n'est bien sûr pas connue, c'est plus compliqué de trouver des fossiles au fin fond de l'océan. Quelques oiseaux atteignent même encore aujourd'hui les îles Snarr, toutes les côtes de l'île du Sud jusqu'à Wellington, sur l'île du Nord, à l'ouest de la Tasmanie même aussi. Les oiseaux erratiques vont même atteindre jusqu'à l'île Victoria en Australie, Auckland, Campbell, McKerry. Alors c'est vrai que là je balance des noms, c'est toujours un peu difficile de se rendre compte de ce que ça représente au sein d'une carte de l'Océanie, mais à chaque fois c'est des distances qui sont assez éloignées les unes des autres. Alors voilà un petit peu comment fonctionne, on va dire, la vie de navigateur du gorfou des Fiordlands. Maintenant on va parler un peu de l'amour, parce que bah oui, l'amour c'est important pour faire des bébés. Les nids sont construits sous les racines des arbres, dans les denses forêts pluviales tempérées près des côtes, sous les rochers ou dans de petites cavités et de petites grottes. Certaines colonies ont déjà été vues dans des baies sablonneuses. En effet, le gorfou des Fiordlands fait partie d'une des rares espèces de manchots à être un manchot presque forestier par moment. 2 œufs sont couvés en juillet et en août par le mâle, la femelle pendant 30 à 36 jours. Le deuxième œuf est plus gros que le premier. L'un des 2 poussins va mourir dans les 7 jours. Le poussin survivant sera nourri tous les 2 jours par la femelle, le mâle restant au nid. En fait, c'est le mâle qui garde le bébé pendant que la femelle fait les allers-retours. Donc ça change un petit peu de certaines espèces de manchots, il y a une vraie alternance. Des crèches sont formées à l'âge de 2 ou 3 semaines. Le poussin perd son duvet vers 75 jours. Ce manchot est mature vers l'âge de 5 ou 6 ans. Et il va vivre en général entre 10 et 20 ans, s'il survit bien sûr aux requins et aux phoques à fourrure. Aujourd'hui, la population est estimée à entre 2500 et 3000 couples, mais beaucoup de chiffres différents avec des estimations qui vont de 1000 à 10 000 couples. La majorité de cette espèce est présente sur une douzaine de sites. Elle serait aujourd'hui fortement menacée, comme je vous le disais. En effet, elle est menacée par plusieurs choses dont on verra, mais sachez que la diminution de la population sur les 45 dernières années, donc à savoir 3 générations, est estimée à 20%. Les problèmes, c'est que le faible nombre de populations avec un habitat très localisé fragilise cette espèce. L'autre souci, c'est l'introduction sur les îles de Nouvelle-Zélande des oiseaux weka ou Gallirallus australis et de mammifères tels que les chiens, les chats, les furets, les hermines, qui représentent le plus gros danger parce que un manchot c'est facile à attraper quand on est un mammifère à 4 pattes ou un gros oiseau qui aime dévorer ce qu'il y a dans les œufs. Aujourd'hui d'ailleurs, à propos du weka, un projet serait à l'étude pour éradiquer le principal prédateur local sur l'île de Solander pour réduire les pertes des œufs et des poussins. Parce que normalement le weka n'a rien à faire ici, mais en même temps le pauvre il n'est pas responsable puisque le responsable c'est qui ? C'est les humains. Nous. Ouais, nous les humains. Ouais, je vous propose qu'on s'applaudisse une fois de plus. Si vous êtes un humain, applaudissez chez vous. On est encore premier. Voilà, je vous ai présenté du coup notre ami le gorfou des Fiordlands. J'espère que vous avez appris des petits trucs sur un animal un peu particulier parmi les manchots qui eux-mêmes sont des animaux un peu particuliers. Ouais, je trouve ça incroyable la migration. Ouais, surtout qu'on sache pas pourquoi en fait, parce que il fait quoi une fois qu'il est là-bas il doit glander en fait, parce qu'en plus il est tout seul, donc il passe 75% de l'année tout seul là-bas en fait, c'est ouf. Parce que souvent tu migres pour te reproduire à l'endroit où t'es né, puis ensuite tu repars et puis. C'est ça. Il y a un stick comme ça, mais du coup là non. Bah là il a l'air de partir dans un endroit qui est pas forcément génial pour y faire Dieu sait quoi et après revenir se reproduire. Bah voilà, merci à vous de m'avoir écouté sur cette chronique. J'ai appris des choses encore ce soir. J'étais pas forcément super à l'aise avec les dinosaures parce que je m'aperçois que, comme Clément a dit, il y a quand même beaucoup d'a priori. Donc j'en ai quand même pas mal. Et non, c'est toujours sympa d'apprendre des choses sur les pingouins. Je commence à avoir une belle collection aussi. Les manchots. J'ai loupé la qui était du coup sur, j'imagine, la création de costumes et sur quelqu'un qui faisait ça avec le fond de
payé par d'autres personnes, c'est ça? Avec un fonds Alors, c'était sur le cinéma de manière générale et ce qu'on ferait avec 50 millions pardon, de dollars comme film. Je vais réécouter d'ici quelques temps. Eh bah oui. Et d'ailleurs, chez vous, chers auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à écouter toutes les chroniques les unes après les autres. Et n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à mettre le pouce bleu, à nous dire si c'est nul, à nous dire si c'est bien. Parce qu'on ne peut pas s'améliorer si on n'a pas de retour. Et sur ce, messieurs, je voudrais vous applaudir une dernière fois. Merci. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Et sur ce, des bisous les auditrices et les auditeurs. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je vais vous mettre Craig avec vous. Join. Craig. Du coup, qu'est-ce qu'on a au programme de ce soir? Now recording. On a un petit quiz de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il y a Ouais. un petit quiz tranquillou. Tranquillou bilou. Alors, soit c'est une question cinéma qui est un peu rapide, on va dire. Soit de l'Uchronie, on peut prendre un peu plus de temps, ou les deux. On peut parler cinéma, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma, je pense. Ouais, donc c'est pas faux, ça ouais. peut être chouette. Ok. Allez. C'est plus une question ouverte qu'autre chose. Ouais, qu'autre chose. Ouais, mais ce sera largement Petit débat. suffisant. Et bah allez, c'est parti. On s'y jette alors.